L'histoire commence avec deux lycéens, la présidente du conseil des élèves, Suzune Inukami, et son vice-président, Kazuki Ryuzen, marchant dans les couloirs de l'école. Divers élèves les admirent et imaginent ce que ce serait si Suzune et Kazuki sortaient ensemble. Pendant ce temps, notre protagoniste, Usato Ken, un élève ordinaire, est ici et là dans l'école, notant à quel point le monde peut être injuste parfois. Alors que la journée touche à sa fin, il se met soudainement à pleuvoir. Usato retourne à son casier à la recherche de son parapluie pour rentrer chez lui, mais il découvre que quelqu'un l'a probablement volé. En apercevant un autre parapluie, il hésite à l'utiliser, puis décide d'attendre que la pluie cesse. Quelques heures passent, et Usato commence à paniquer en constatant que la pluie ne s'arrête pas. C'est alors que Suzune apparaît et s'étonne de voir qu'il est encore à l'école. En apprenant qu'il n'a pas de parapluie, Usato devient gêné et tente de partir sans protection. Kazuki l'arrête soudainement, lui tendant un parapluie de rechange. Usato est surpris que Kazuki sache qui il est. Kazuki lui répond qu'étant dans la même classe, il devrait au moins apprendre à le connaître. Alors que Kazuki et Suzune s'apprêtent à quitter l'école, ils invitent Usato à rentrer avec eux. Usato est choqué de marcher aux côtés des élèves les plus populaires de l'école. En discutant avec eux, Usato remarque à quel point Kazuki est en réalité gentil, malgré le fait qu'il soit souvent entouré uniquement de filles. Kazuki lui explique qu'il ne fait que leur parler parce qu'elles se regroupent autour de lui. Suzune le taquine en disant qu'il est un solitaire parce que les autres garçons l'évitent par jalousie. Kazuki réplique en soulignant que Suzune est unique, première de la classe, talentueuse en sport, et magnifique. Voyant Suzune et Kazuki se chamailler, Usato se sent plus à l'aise et leur demande s'ils sortent ensemble. Surpris par sa question directe, les deux affirment qu'ils ne sont pas en couple et qu'ils passent simplement beaucoup de temps ensemble à cause de leurs responsabilités au conseil des élèves. Suzune remercie même Usato pour sa franchise, appréciant qu'il leur ait posé la question directement au lieu de spéculer. Changeant de sujet, Suzune demande à Usato s'il a des projets après l'école. Usato répond qu'il n'y a pas encore réfléchi. Kazuki dit la même chose. Suzune avoue ne pas savoir non plus, car tout ce qu'elle entreprend lui semble trop facile. Usato est impressionné par Suzune mais remarque alors que Kazuki agit étrangement. Kazuki demande s'ils ont entendu des cloches sonner. En s'approchant pour voir si Kazuki va bien, un cercle magique apparaît soudainement sous leurs pieds. Kazuki et Usato se demandent s'ils rêvent, mais Suzune semble ravie de cette tournure d'événements. Réveillé dans un lieu inconnu, Usato vérifie si Kazuki va bien. En regardant Suzune, il est perturbé par son expression joyeuse. Un roi, assis devant eux, se présente alors comme Lloyd Vulgast Linger, souverain du royaume de Linger. Les trois sont stupéfaits, n'ayant jamais vu de roi aussi traditionnel. Suzune devient de plus en plus excité. Le roi explique qu'il recherche des héros, car 2 ans auparavant, le roi démon a attaqué leur royaume. Même s'ils ont réussi à repousser l'attaque, le roi craint que les démons ne reviennent, plus puissants. Il avoue avoir utilisé un sort interdit pour les invoquer. Kazuki, furieux, exige qu'on les renvoie dans leur monde, mais le roi révèle que l'invocation ne fonctionne que dans un seul sens. En colère, Kazuki menace les chevaliers du roi. Usato tente de le calmer, sachant qu'il risque la mort s'il se rebelle. Le roi s'agenouille alors devant eux, promettant de chercher un moyen de les renvoyer. Suzune lui demande pourquoi ils ont été choisis. Welsi, l'assistante du roi, intervient, le sort cible des personnes accomplies. Ceux qui ont été choisis entendent une cloche avant d'être invoqués. Usato avoue ne pas avoir entendu de cloche et se demande s'il a été entraîné par erreur. Conduit dans une autre pièce, Welsi utilise un orbe de cristal pour mesurer leur capacité. Kazuki et Usato discutent. Kazuki s'excuse de l'avoir entraîné là-dedans, mais Usato le rassure. Kazuki le félicite pour son calme. Welsi demande à Suzune de poser sa main sur l'orbe. Celui-ci brille d'un jaune vif, elle a une affinité avec la foudre. Ensuite, Kazuki fait briller l'orbe d'une lumière blanche, rare et puissante contre les démons. Enfin, Usato pose sa main et l'orbe émet une étrange lumière verte émeraude. Suzune et Kazuki trouvent cela magnifique, mais Welsi semble terrifiée. Elle ramène Usato dans la salle du trône et annonce au roi que Suzune et Kazuki sont très puissants. Elle ajoute que l'orbe a viré au vert pour Usato. Le roi panique, cherchant un endroit sûr pour lui, de peur qu'une certaine personne ne découvre la nouvelle. Juste à ce moment, les portes s'ouvrent avec fracas. Rose, capitaine de l'équipe de sauvetage du royaume, entre. Le roi, surpris de la voir, rappelle qu'elle devait prendre un jour de repos. Mais Rose répond qu'elle ne prend jamais de congé car elle sert le roi. Elle s'arrête devant Usato et demande s'il est un héros. Le roi intervient rapidement pour dire qu'il est un simple humain. Rose se présente et part saluer les vrais héros dans l'autre pièce. Le roi pousse un soupir de soulagement. Mais Usato laisse échapper que son affinité est la couleur verte. Rose, qui n'était pas encore partie, se retourne immédiatement. Le roi ordonne à Welsi d'éloigner Usato au plus vite. Welsi lance un sort d'eau pour le téléporter. Malheureusement, Rose le rattrape en un instant, brise le sort et l'assomme. Rose annonce qu'elle va entraîner Usato personnellement. Le roi proteste, disant qu'Usato a été entraîné là-dedans contre son gré.
Suzune et Kazuki s'inquiètent en apprenant qu'Usato a été emmené par Rose dans son centre d'entraînement spécial. Suzune demande ce qu'il y a de si grave à se faire entraîner, mais Welsi répond que les méthodes de Rose sont loin d'être normales. On retrouve Usato lorsqu'il reprend conscience. Il apprend qu'il possède une affinité rare, la magie de soin. Rose fait alors entrer plusieurs hommes imposants, qui se présentent comme Tong, Mil, Alec, Gomul et Gur. Usato est clairement intimidé par leur aura masculine. Rose frappe Tong d'un coup de pied et ordonne aux hommes d'être moins intimidants. Elle explique que ce ne sont pas des soigneurs, mais qu'il y en a 2 autres dans l'équipe. Comme personne ne peut l'entraîner, elle s'en chargera personnellement. Elle ordonne à Tong de partager une chambre avec Usato cette nuit-là. Ne pouvant refuser, Usato est résigné. Les 5 hommes lui disent qu'il est fichu, car il devra s'entraîner avec la terrible capitaine Rose. Usato conclut qu'il ferait mieux de se reposer, redoutant ce qui l'attend dès le lendemain. Le lendemain matin, Usato se réveille en espérant que tout cela n'était qu'un rêve. Mais il est forcé d'accepter la réalité. Alors que Tong dort encore, Alec fait irruption dans la chambre d'Usato pour lui annoncer qu'il a de la visite. Heureux de voir Suzune et Kazuki, Usato cache mal son appréhension à l'idée de s'entraîner avec Rose, n'ayant entendu que des choses terrifiantes à son sujet de la part des autres hommes. Pour l'encourager, Suzune lui dit qu'elle le soutiendra pendant que Kazuki et elle commencent également leur propre entraînement. Cela motive Usato à travailler dur pour pouvoir se battre un jour à leur côté. Voyant Usato aussi déterminé, Kazuki lui aussi affirme qu'il va s'entraîner sérieusement, puis il s'en va avec Suzune. Usato regarde ses seuls amis s'éloigner. C'est alors que Rose apparaît et lui demande si les héros sont partis. Terrorisé, Usato la salue formellement et répond à sa question. Rose lui dit alors qu'il peut faire ce qu'il veut tant qu'il reste concentré pendant l'entraînement. Elle lui remet un journal pour qu'il y consigne ses progrès chaque jour, expliquant que cela l'aidera à suivre son évolution. L'entraînement commence après le petit déjeuner. Pour son premier jour, Usato trouve l'exercice facile. On lui demande simplement de ressentir le flux de mana en lui. Ensuite, Rose lui remet un livre à lire. Usato lui répond qu'il ne connaît pas la langue de ce monde. Mais à sa grande surprise, dès qu'il ouvre le livre, il comprend tout. Rose lui explique que tous les héros ont naturellement la capacité de lire et écrire dans la langue de ce monde. Elle lui montre ensuite une image du royaume de Lingé, voisin direct du territoire des démons. C'est pourquoi leur royaume est toujours la première cible lors des attaques. Pour ses devoirs, Rose lui demande d'étudier ce livre, qui contient tout ce qu'il faut savoir sur les nations, les races et les démons de ce monde. Le deuxième jour, Usato est contraint de courir toute la journée pour améliorer sa condition physique. Le troisième jour, Rose intensifie l'effort, il doit courir jusqu'à l'épuisement. Lorsqu'il trébuche à cause de la fatigue, elle utilise un sort de soin pour guérir ses jambes et lui dit qu'il devra courir sans jamais s'arrêter, car elle guérira chaque douleur. Usato, agacé, préfère consigner ça dans son journal plutôt que de se plaindre à voix haute. Le jour suivant, on le voit courir aux côtés des autres hommes, mais tous le dépassent facilement. Rose se moque gentiment de lui pour sa lenteur, et Usato préfère encore une fois l'écrire dans son journal. Aux jours 5 et 6, il continue à courir toute la journée, même sous la pluie. Un moment, après avoir trébuché encore, il est furieux de ce qu'il subit. Mais il remarque alors une lumière verte émanant de ses paumes. Au 7e jour, Usato est frappé toute la journée par Rose. Il se demande si elle a pu lire son journal, mais il se rassure en se disant qu'il l'a écrit dans une autre langue. Le même entraînement brutal se répète les jours suivants. Il parvient finalement à manifester 2 lumières vertes de soin dans ses mains, et la douleur disparaît immédiatement. Au 10e jour, Usato réalise qu'il peut invoquer sa magie de soin à volonté, ce qui lui permet de courir sans ressentir de fatigue. Alors qu'il s'inquiète de perdre son temps, il entend Rose crier de lui ajouter des tours de piste. Il contient sa colère et s'exécute. Au 11e jour, Rose lui fait faire des pompes. Tandis qu'il alterne entre pompes et soins, elle lui explique que dans une bataille, courir vers ses alliés et fuir ses ennemis est le rôle le plus crucial d'un soigneur. Les 2 jours suivants, Usato court le matin et fait des pompes le soir. Il est étonné de sentir son corps plus léger, mais Rose ajoute alors des poids pour augmenter la résistance. Un jour, en allant chercher son déjeuner, Usato découvre que Tong a volé et mangé son repas. Il le poursuit pour se venger, se demandant si tout cela fait aussi partie du plan de Rose. Une semaine plus tard, Kazuki, Suzune et d'autres viennent rendre visite à Usato. En arrivant, ils sont choqués de le voir s'entraîner avec un bloc de béton, et Rose assise dessus. Forcé de faire des pompes avec elle sur le dos, Usato, pour éviter qu'elle ne le taquine, lui demande d'ajouter plus de poids. Grâce à sa magie, il parvient à faire des pompes avec 2 blocs, impressionnant Rose, qui le trouve plus résistant qu'elle ne l'imaginait. Voyant les muscles d'Usato se développer à vue d'œil, Suzune et Kazuki sont impressionnés. Mais voyant Rose le torturer, Siglis, un chevalier royal, intervient et saisit Rose, exigeant qu'elle cesse cet entraînement. Rose lui lance un regard noir et affirme que chacun a sa méthode d'entraînement. Elle ajoute qu'Usato est spécial, qu'elle veut en faire son bras droit, et qu'elle admire sa volonté de ne jamais abandonner malgré l'adversité. Souhaitant discuter seule avec Siglis,
Rose demande à Usato d'aller déjeuner avec Suzune, Kazuki et la princesse Celia. Durant ce pique-nique, Usato apprend que Siglis est le chevalier le plus fort du royaume et qu'il enseigne l'escrime à Kazuki et Suzune, pendant que Welsi leur apprend la magie. En contraste, l'entraînement brutal d'Usato semble inhumain. La princesse s'excuse de ne pas s'être présentée plus tôt. Elle se nomme Celia Vulgaste Linger, fille du roi. Elle invite Usato à se détendre, puis partage une tarte aux pommes que tous apprécient. Kazuki demande à Usato si son entraînement est aussi dur que ce qu'ils ont vu. Il est surpris d'apprendre que ce jour-là était en réalité l'un des plus faciles. Kazuki raconte que lui et Suzune apprennent l'épée et la magie, une formation bien différente de celle d'Usato. En tendant la main vers une autre part de tarte, Suzune ne peut s'empêcher d'admirer les abdos d'Usato. Kazuki, un peu embarrassé, compatit à ce qu'il traverse. Mais Usato les rassure, il s'est habitué à cet environnement brutal. Au départ, il voulait fuir, mais avec le temps, il s'est adapté et s'y sent mieux. Entendant cela, Suzune et Kazuki sont soulagés. Le repas est interrompu par l'arrivée de Tong, qui a apporté le déjeuner d'Usato. Ce dernier, en colère de le voir avec sa nourriture, engage une petite bagarre. Suzune et Kazuki repartent au château, motivés à devenir meilleurs, tout comme Usato. Ce dernier, dans un bain chaud, se dit fier de son nouveau corps, mais se demande s'il aura la force mentale d'en faire bon usage sur un vrai champ de bataille. Le lendemain, Rose et Usato quittent enfin le royaume pour s'enfoncer dans une forêt voisine, surnommée les Ténèbres de Linger. Rose confie à Usato la mission de traquer un grand grizzly. Usato panique en lisant que ces créatures naissent après 100 ans d'évolution. Rose le rassure, estimant qu'il est désormais assez fort pour en affronter un. Mais fatiguée par ses plaintes, elle le soulève d'un coup et le jette au milieu de la forêt. Alors qu'il est projeté dans les airs, Usato commence soudain à craindre pour sa vie. Il entame une chute libre vers la forêt en contrebas. Tournant son sac à dos pour faire face aux arbres, il commence rapidement à se soigner et réparer son corps grâce à sa magie. Il survit finalement à la chute. Sachant que Rose ne le laissera pas repartir tant qu'il n'aura pas tué un grand grizzly, Usato estime que cela ne devrait pas être trop difficile. D'après ses lectures, ces créatures ne mesurent que 2 mètres. Mais soudain, un grand grizzly apparaît et commence à le pourchasser. Usato est contraint de fuir, heureux de voir que son entraînement porte ses fruits. Malheureusement, le grizzly parvient à le suivre. Usato tente de se retourner pour l'affronter, mais il aperçoit alors 2 autres grizzlies bleus qui viennent en aide au grand grizzly. Il conclut qu'il vaut mieux continuer à courir. Espérant trouver une échappatoire, il entend de l'eau tout près. Traversant une clairière, il saute dans une cascade, ce qui pousse les grizzlies à abandonner la poursuite. Le soleil se couche. Usato fait sécher ses vêtements tout en examinant les provisions que Rose lui a préparées, en la traitant mentalement de brute. Il comprend qu'il devra s'habituer à cette vie. Il marque ainsi le premier jour de sa survie et s'endort sous des feuilles. Le lendemain matin, Usato ajoute un trait à son décompte de jours dans la forêt. Il commence à explorer et chercher les traces des grizzlies. Après avoir trouvé des marques de griffes, il entend un bruissement dans un buisson. Il se retourne, arme en main, mais ce n'est qu'un lapin blessé, visiblement épuisé. Pris de compassion, Usato utilise sa magie de soin sur l'animal, heureux de le voir rétabli. Alors qu'il continue de chercher les grizzlies, il remarque que le lapin le suit. Il lui demande s'il connaît leur repère. À sa surprise, le lapin le mène jusqu'à la tanière des grizzlies. Usato y aperçoit le grand grizzly, un grizzly bleu, et un petit. Il décide de les observer afin de mieux se préparer à les affronter. Les jours passent. Usato continue de surveiller les grizzlies tout en allant chercher de l'eau à la rivière, se méfiant de sa qualité. À force d'observer les grizzlies interagir, il commence à les apprécier. Le lapin vient encore lui rendre visite de temps en temps. Malheureusement, après avoir bu trop d'eau non filtrée, Usato se rend compte qu'il a été empoisonné. Sa magie de soin n'arrive pas à apaiser la douleur. Heureusement, le lapin revient et le guide vers une source d'eau potable. Mais alors qu'il s'apprête à le remercier, il remarque un comportement étrange chez l'animal. Le suivant jusqu'à un arbre, Usato scrute la zone et aperçoit un énorme serpent rôdant dans la forêt. Il est choqué, il n'a jamais lu quoi que ce soit sur un serpent aussi grand. 4 jours passent encore. Usato développe de plus en plus d'empathie pour les grizzlies. Mais il sait qu'il ne peut pas rester dans la forêt éternellement. Il décide qu'il tuera le grand grizzly le lendemain. Le jour venu, il trouve agaçant qu'il se mette à pleuvoir. Le lapin tire sur sa jambe, comme s'il voulait l'empêcher de sortir. Usato pense que le lapin veut juste lui éviter d'être mouillé. Il attend donc la fin de la pluie avant de se mettre en route, avec le lapin à ses côtés. Usato repère enfin l'endroit, mais il est choqué, le grand grizzly et le grizzly bleu ont été massacrés. En voyant les traces de morsures sur leur corps, Usato en déduit que c'est l'œuvre du serpent. Les corps étant encore là, il suppose que le serpent les a tués pour le plaisir. C'est alors qu'il aperçoit le petit grizzly bleu qui sort de sa cachette entre des rochers, visiblement terrifié. Il se dirige vers les cadavres de ses parents. Usato, touché, dit qu'il déteste ceux qui font pleurer les autres et promet de venger le petit grizzly. Pendant ce temps, Kazuki et Suzune cherchent à rendre visite à Usato, mais apprennent qu'il est porté disparu depuis 10 jours avec Rose.
Kazuki s'inquiète, mais Suzune reste confiante, si Rose est avec lui, tout ira bien. Usato, de son côté, taille une lance dans une branche et se prépare. Il demande au lapin de le mener jusqu'au serpent. Le lapin s'exécute et bondit à travers la forêt. En arrivant à l'endroit, Usato découvre que le petit grizzly a tenté de se venger et est blessé. Usato court pour détourner l'attention du serpent. Il est surpris par sa vitesse et esquive de justesse sa morsure. Profitant d'une ouverture, Usato transperce l'un des yeux du serpent avec sa lance de bois. Utilisant sa magie de soin pour se préparer au prochain coup, il est projeté sur le côté. Il sort sa dague et court vers l'angle mort du serpent. Mais celui-ci anticipe son attaque et parvient à le mordre aux bras armés. Usato, furieux, active sa magie, serre sa dague et la plante profondément dans la gueule du serpent. Le serpent, hurlant de douleur, relâche sa prise. Alors qu'Usato recule pour évaluer la situation, il réalise qu'il a été empoisonné. Mais grâce à l'expérience acquise en buvant l'eau contaminée, il sait maintenant comment neutraliser le poison en soignant son corps de l'intérieur. Il fonce de nouveau sur le serpent. Celui-ci s'apprête à le frapper de sa queue, mais le petit grizzly bleu intervient et encaisse le coup, permettant à Usato de grimper sur le serpent. Atteignant la tête, Usato assène un coup de poing puissant, puis enfonce son épée dans son crâne avant de s'effondrer au sol. Le petit grizzly s'approche de lui. Usato le remercie d'être en vie, mais il lutte encore contre le poison du serpent. Paralysé et incapable de bouger, il regarde avec horreur le serpent se redresser lentement, la gueule grande ouverte. N'ayant plus d'option, Usato appelle Rose à l'aide. Celle-ci arrive alors en triomphe et tue le serpent d'un puissant coup de pied. Soulagée qu'elle soit arrivée à temps, Rose révèle que le lapin qui a aidé Usato est en réalité son animal de compagnie, Kukuru, chargé de le surveiller. Elle avoue qu'elle n'avait pas prévu d'intervenir. Mais en apprenant qu'un serpent de l'armée du roi démon rôdait, elle n'a pas eu le choix. Elle reconnaît ne pas avoir prévu cela, mais elle est impressionnée qu'Usato ait réussi à affronter seule une créature qui mettrait en difficulté une unité de soldats d'élite. Voyant le petit grizzly bleu vouloir protéger Usato, Rose admet qu'ils se ressemblent. Elle lui demande s'il veut emmener le grizzly avec eux. L'animal accepte de le suivre. Rose soulève alors Usato et le petit grizzly pour les sortir de la forêt. Elle le félicite, il a réussi son test au la main. Alors que le soleil se couche, Rose explique que même si Usato n'a pas encore maîtrisé les bases, il a prouvé sa capacité à endurer la douleur et à démontrer une grande force mentale. Elle confie que les deux autres soigneurs avant lui n'ont jamais mérité pareille reconnaissance. Mais elle ajoute que l'armée des démons attaquera bientôt. Au même moment, le roi démon donne l'ordre à l'une de ses commandantes, Amila Vergret, de lancer l'assaut contre le royaume de Lingé. De retour avec Rose, elle révèle qu'elle et Usato seront en première ligne pour soigner les blessés, ce qui effraie Usato, qui se demande ce que feront Tong et les autres gars, ainsi que les deux supposés soigneurs. Rose lui explique que chacun a un rôle différent. Voyant qu'Usato est nerveux, elle ajoute qu'ils ont encore un peu de temps pour s'entraîner. Du côté du roi démon, il rappelle à Amila qu'il attend d'elle de bons résultats, mais ne s'attend pas à ce qu'elle se batte jusqu'à la mort. Alors que le roi démon congédie Amila, celle-ci s'isole pour se calmer, mais se fait taquiner par le docteur démoniaque Iriluk pour avoir été nerveuse devant le roi. Alors qu'Amila tente de partir, Iriluk mentionne qu'il a récemment créé un autre prototype démoniaque et lui propose de le lui montrer. Il dévoile alors son monstre démoniaque, le prototype 72, nommé Baljinak. Mais Amila remarque que cette créature ressemble fortement au prototype 71. En entendant cela, Iriluk explique que le prototype 71 a été blessé par Sigli lors de leur précédent combat, et s'est finalement enfui dans la forêt du royaume de Lingé. En discutant, Amila évoque un humain agaçant qui vit avec les armées humaines, ces gens qui ne font que transporter les blessés, qu'elle appelle des kidnappeurs, et leur chef, Rose, qu'Amila reconnaît comme une combattante puissante. Jurant de rendre son maître fier, Amila est rappelée à son devoir de dirigeante, elle ne peut pas se battre elle-même. Elle révèle alors qu'elle enverra le mage immortel des ténèbres, le chevalier noir. Pendant ce temps, Usato est heureux de dormir dans un vrai lit, même de retrouver les ronflements de Tong. Il se rend au réfectoire et apporte des fruits à son nouvel animal de compagnie, le grizzly, lui tendant une pomme que celui-ci dévore avec plaisir. Voyant son grizzly apprécié, Usato croque à son tour une pomme, mais se la fait voler par l'animal. Ravi de voir que son compagnon est heureux, Usato aperçoit Kukuru, toujours en colère d'avoir été démasquée comme espionne de Rose. Touché par son comportement adorable, il ne peut s'empêcher de lui donner un morceau de fruit, tout comme au grizzly qui en redemande. Usato murmure alors le nom de son grizzly, Blurining. Ce nom attire l'attention de Rose, intriguée par son origine. Usato explique qu'il a combiné les mots Blue et Grizzly pour obtenir Blurine. Cependant, Blurine mord accidentellement la main d'Usato. Rose interrompt alors en déclarant qu'elle a informé le roi, et que Blurine fait désormais partie de l'équipe de secours. Elle ajoute qu'il devra lui aussi recevoir une formation. À la surprise d'Usato, Rose lui ordonne de porter Blurine, expliquant qu'il va simuler un véritable sauvetage, où Blurine représente un soldat blessé. Usato commence à trottiner, trouvant l'exercice facile,
mais Rose lui ordonne d'accélérer car les blessés doivent être rapidement mis à l'abri. Alors qu'il passe près d'un buisson, il est soudain attaqué par Tong Emil, sur ordre de Rose, qui voulait le prendre par surprise. Sachant qu'il doit rester concentré, Usato continue de courir pendant 1 heure, jusqu'à ce que Gamu surgisse du sol pour l'attaquer à son tour. Usato esquive facilement ses assauts. Ensuite, Alec tente de le ralentir avec des bombes puantes, mais Usato poursuit son chemin. Après 3 heures, il doit esquiver des rondins qui tombent sur lui. Au bout de 4 heures, il évite de justesse de marcher sur Karu. Mais au fil de la course, Usato s'affaiblit de plus en plus et finit par s'écrouler au sol. Heureux de voir que Blurine va bien, il se demande pourquoi il se sent aussi fatigué. Il aperçoit alors Rose, assise à ses côtés, qui lui explique que les humains s'épuisent vite lorsqu'ils sont nerveux, effrayés ou impatients. Elle lui révèle qu'elle l'entraînait à renforcer sa force mentale. Après l'avoir soigné, elle lui ordonne de se reposer un peu, avant de reprendre l'entraînement cette fois en courant à travers tout le royaume. En traversant la ville, Usato remarque combien il attire l'attention, surtout en portant une énorme bête comme Blurine. Blurine se réveille et repère l'un de ses fruits préférés. Usato s'excuse de ne pas avoir d'argent pour en acheter et note mentalement le nom du fruit, une pefle, une spécialité du royaume de Lingé. Une femme du marché, voyant Blurine calme, rassure Usato sur la réaction des habitants. Elle lui apprend que son uniforme est celui que portent les membres de l'équipe de secours lors des entraînements, ce qui explique leur calme. Heureux de cette nouvelle, Usato s'apprête à repartir, mais la dame lui offre un fruit en cadeau. Reconnaissant, il promet d'acheter quelque chose la prochaine fois. Il repart en courant. Une jeune fille nommée Amako apparaît et lui demande s'il fait partie de l'équipe de secours. Alors qu'il atteint le centre-ville, il pense s'arrêter pour saluer Kazuki et Suzune, espérant convaincre les gardes que Blurine est juste une énorme peluche. Au même moment, un homme aperçoit Usato et tente de courir après lui, mais trébuche, attirant l'attention d'Usato. S'excusant de l'avoir interrompu pendant son entraînement, l'homme se présente comme Orga Fleur, un autre soigneur de l'équipe de secours. Il explique être surpris que le nouveau soigneur soit un invoqué, et impressionné qu'Usato tienne le rythme de Rose. Fleur ajoute que sa petite sœur, de 5 ans sa cadette, est l'autre soigneuse de l'équipe. Tous deux dirigent une clinique pour soigner les habitants. Curieux de savoir pourquoi Fleur ne s'est pas soigné lui-même, Usato apprend que Fleur ne peut pas se guérir aussi bien qu'il guérit les autres. Cela surprend Usato, qui comprend maintenant pourquoi Rose avait dit que seule elle et lui iraient en première ligne. Fleur lui apprend que lui et sa sœur restent normalement en arrière, attendant que Tong et ses hommes ramènent les blessés. Usato se demande alors s'il est réellement capable d'affronter le danger en première ligne avec Rose. Fleur lui répond que les héros et les chevaliers risquent leur vie pour tous les autres, et que si Rose l'a choisi, c'est qu'elle a vu en lui la force de tenir bon. Elle ne ferait jamais confiance à quelqu'un de faible. Voyant qu'il doit retourner à la clinique, Fleur demande à Usato de ne pas détester Rose, car elle est maladroite et humaine, comme tout le monde. Usato le rassure, il ne la déteste pas. Reprenant son entraînement, il s'éloigne. Juste après, la sœur de Fleur, Ururu, arrive et demande où il était. Fleur répond simplement qu'il vient de rencontrer un garçon très intéressant. De son côté, Usato arrive aux portes du palais et est surpris d'apprendre que lui et Blurine peuvent entrer. Les chevaliers ont déjà été informés par Rose que Blurine est digne de confiance. Alors qu'il continue son entraînement, Usato aperçoit Suzune en train d'affronter plusieurs chevaliers à la fois. Il l'interpelle, lui raconte sa rencontre avec Blurine, et remarque qu'elle admire son pelage. Lorsqu'elle lui demande si elle peut le toucher, Blurine la rejette. Usato l'encourage alors à l'appeler par son nom. En tendant la main, Blurine reconnaît Suzune en la mordant. Alors que Blurine s'endort, Suzune et Usato discutent un moment, n'ayant pas eu l'occasion de se voir depuis un moment. Usato la rassure sur sa formation. En voyant les mains calleuses de Suzune, il se précipite pour les soigner. Gênée par ce contact, elle se demande s'il est venu exprès pour la voir. Usato répond qu'il voulait aussi voir Kazuki. Elle lui apprend que Kazuki est actuellement en plein entraînement. Kazuki, Sigli et plusieurs autres hommes s'entraînent pour acquérir de l'expérience contre les monstres. Kazuki confie avoir appris que les armées du roi démon vont bientôt attaquer. Mais Sigli affirme que l'arrivée des héros a redonné confiance aux chevaliers humains, qui se battent désormais pour leur royaume. Conscient qu'il doit devenir plus fort, Kazuki et les autres aperçoivent soudain une meute de loups pourpres, alors ils brandissent leurs lames. Pendant ce temps, Suzune dit à Usato qu'elle s'entraînera à son tour après Kazuki. Elle boude un peu lorsqu'Usato ne semble pas s'inquiéter pour elle. Il lui souhaite bonne chance, puis repart chez lui en traversant la ville au coucher du soleil. Alors qu'il met Blurine au lit, Usato aperçoit Rose, les yeux tournés vers la lune. Il va la rejoindre pour discuter, lui avouant qu'il a peur de mourir. Mais il affirme aussi avoir le courage de se battre en première ligne, si cela lui permet de sauver Kazuki, Suzune et les autres hommes qui risquent leur vie pour les protéger. Heureuse de voir qu'il devient plus fort, Rose lui donne une tape sur la poitrine, lui rappelant que leur rôle est avant tout de sauver et secourir les gens. Le lendemain matin, Rose réveille Usato. Le roi souhaite qu'il rejoigne Suzune afin d'acquérir de l'expérience réelle sur le champ de bataille. En se dirigeant vers la ville avec Rose et Blurine,
Usato apprend que le roi voulait qu'il accompagne Kazuki, mais que Rose s'y est opposée, car Usato venait à peine de revenir de la forêt. Rose ajoute qu'Usato doit seulement suivre et soigner les blessés, et que l'entraînement se terminera dans 3 jours. Lorsqu'Usato rejoint Suzune et son groupe, Suzune dit qu'elle ne s'attendait pas à revoir Usato et Blurine aussitôt, le taquinant en disant qu'il voulait sûrement la revoir. Comme Usato ne réagit pas à la plaisanterie, Suzune présente les membres de son groupe, Haruku, le chevalier, et Corinne, le mage. Reconnaissant Haruku comme l'un des gardes du palais, Rose interrompt soudainement la conversation pour informer Suzune du potentiel d'Usato. Elle précise qu'Usato est seulement capable de soigner les blessures et les empoisonnements, mais qu'il ne peut pas ramener les morts à la vie. Devant le ton sérieux de Rose, Suzune promet d'en tenir compte. Rose ajoute que, puisque Sigli l'a entraîné, elle a confiance en Suzune. Se tournant vers Usato, Rose le fixe en silence, puis part en leur souhaitant bonne chance. En la voyant s'éloigner, Suzune remarque qu'elle peut sentir une immense puissance émaner de Rose. Pendant ce temps, Kazuki est déjà revenu de son entraînement dans la forêt et s'entraîne à manier son épée. Il est soudain interrompu par la princesse Celia, qui le gronde car elle s'inquiète qu'il pousse trop son corps. Kazuki la rassure, ce qui la fait rougir et fuir. Alors que Usato suit Suzune et son groupe vers la forêt sombre de l'Ingré, il apprend que Kazuki, bien que fatigué, était satisfait de ses progrès en forêt. En se rappelant que c'est là que Blurine a grandi, Usato se demande si celui-ci ressent de la nostalgie. Soudain, Suzune lui demande si Blurine dort encore. Elle se dit que c'est le moment idéal pour le câliner, mais en voyant Suzune agir bizarrement, Usato l'empêche de toucher Blurine. Avec tout ce vacarme, Blurine se réveille enfin. Encore à moitié endormi, il se voit forcé de marcher avec tout le groupe. Suzune propose alors de le porter, mais en le prenant sur son dos, elle est aussitôt écrasée par son poids. S'excusant de ne pas y avoir pensé, elle remercie Usato de l'avoir soigné. Soudain, Corinne détecte plusieurs présences proches. Tout le monde sort ses armes, mais il s'agit en réalité de bandits. En observant le groupe d'Usato, les bandits deviennent arrogants et leur ordonnent de leur remettre tous leurs biens. Mais ils prennent peur en apercevant Blurine. Réalisant qu'il n'est qu'un ourson, ils annoncent qu'ils vont le tuer et le dépecer. Cette menace déclenche immédiatement la colère de Suzune, qui lance un sort de foudre paralysant l'un des bandits. Étonné par sa maîtrise de la magie électrique, Usato l'encourage, incitant les bandits à attaquer. Alors que Haruku les repousse, Corinne détecte d'autres ennemis. Soudain, une horde de sangliers géants déferle, écrasant les bandits et se dirigeant droit sur Usato. Voyant le danger, Blurine se met en travers de leur chemin et les dévie. Mais quand Usato voit Suzune sur le point de se faire piétiner, il court à son secours et la serre dans ses bras alors qu'ils sont projetés dans les airs. Pendant leur chute à travers la forêt, Usato renforce son corps avec de la magie de soin pour amortir l'impact. Ils finissent par tomber dans une rivière. Réalisant que cette rivière mène à une cascade, la même qu'il avait utilisée pour fuir les grizzlies, Usato dit à Suzune de retenir sa respiration. Ils tombent tous les deux de la cascade. Usato, inconscient, se réveille ensuite en entendant Suzune l'appeler. Il la voit agrippée à lui et trouve la situation gênante, ce qui pousse Suzune à le repousser. En apercevant une coupure sur elle, il la soigne, révélant qu'il connaît bien cette forêt et qu'ils doivent rester vigilants car elle est peuplée de monstres. En vérifiant leurs provisions, Usato remarque qu'ils n'ont pas de nourriture, mais propose de monter un camp et de se reposer, la nuit approchant. Apercevant une grotte, il suggère d'y passer la nuit. Mais d'abord, ils doivent se changer. Il demande ensuite à Suzune de pêcher, en utilisant sa magie électrique pour paralyser des poissons dans la rivière. Puis il lui demande d'allumer un feu avec sa magie. Reconnaissant d'avoir Suzune à ses côtés, ils peuvent maintenant cuire les poissons et faire sécher leurs vêtements. Gêné de se retrouver ainsi, Suzune jette un œil sur le corps musclé d'Usato, mais repère soudain des créatures dans l'ombre. Usato les identifie comme des singes venimeux, dont les morsures empoisonnent. Malgré ces avertissements, Suzune se laisse attendrir par leur apparence et laisse l'un d'eux mordiller son doigt. Elle s'évanouit aussitôt, forçant Usato à la soigner. De retour au palais, le roi informe Kazuki que Usato et Suzune sont portés disparus. Kazuki annonce qu'il partira lui-même à leur recherche. Rose intervient, déclarant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, Usato est quelqu'un qu'elle a personnellement entraîné pour survivre à n'importe quelle situation. Et avec l'héroïne Suzune à ses côtés, elle ne doute pas qu'ils s'en sortiront. La nuit tombée, Usato propose de monter la garde pendant que Suzune dort. Mais celle-ci insiste pour qu'il se repose en premier, car il a utilisé beaucoup de magie pour la soigner. Alors que la pluie tombe dehors, Suzune regarde Usato, lui demande s'il dort. Usato répond que non. Suzune lui demande alors ce qu'il pense de ce monde et s'il souhaite rentrer chez lui. Usato avoue qu'il compte bien rentrer, mais qu'il a aussi trouvé des raisons de rester. Suzune confie qu'elle ne veut pas retourner dans son ancien monde, car là-bas elle n'avait aucune liberté, aucune attente personnelle. Coupable, elle dit ne pas vouloir que sa présence fasse souffrir Usato. Ce dernier, touché par ses sentiments, explique qu'ils sont semblables. Lui non plus ne supportait pas sa vie médiocre. Depuis qu'il est arrivé dans ce monde, il a trouvé un but, protéger Suzune,
Kazuki, et tous les humains du royaume. Heureuse d'entendre cela, Suzune affirme qu'elle est heureuse de se rapprocher d'Usato, ce qui le rend tout rouge. Il se précipite pour se coucher, tandis que Suzune se moque gentiment de sa réaction adorable. Le lendemain matin, Usato commence à chercher une sortie de la forêt. Soudain, ils entendent du bruit. Prêts à se battre, ils découvrent que c'est Blurine. Usato le serre dans ses bras. Haruko apparaît ensuite, expliquant qu'il avait suivi Blurine, qui avait soudainement fui dans la forêt. Voyant le comportement étrange de Blurine, Usato comprend qu'il se trouve dans l'ancienne maison du Grizzly, là où ses parents ont été tués. Pris de compassion, il propose à Blurine de rester ici, mais à sa grande surprise, celui-ci refuse et choisit de rester avec Usato. Il guide alors tout le monde vers la sortie de la forêt. Usato et Suzune rentrent alors pour faire leur rapport au roi. Le roi s'excuse auprès de Usato de l'avoir entraîné dans cette histoire de héros, mais Usato le rassure en lui disant qu'il comprend la situation. Lorsque le roi lui demande comment se passe l'entraînement avec Rose, Usato remarque le regard insistant de cette dernière et répond à contre-cœur que tout se passe bien, même s'il avoue en silence qu'il est conditionné à toujours parler d'elle en bien. Une fois Usato et Suzune congédiés, Sergio, l'assistant du roi, demande à parler en privé avec Rose et Sigli. En quittant la salle du trône, Usato confie à Suzune que tout le monde semblait tendu, plaisantant sur le fait qu'il pourrait se faire renvoyer. C'est alors que Kazuki les interpelle, suivi de près par la princesse Celia. Kazuki leur exprime son inquiétude et leur demande de ne plus être aussi imprudents. Celia ajoute que Kazuki était prêt à partir à leur recherche en apprenant qu'ils avaient été attaqués et perdus dans la forêt. Suzune le rassure, mais Usato révèle que Suzune a caressé imprudemment un singe venimeux, ce qui pousse Suzune à le faire taire en le secouant. Dehors, Kazuki ajoute que c'est Rose qui l'a empêché de partir à leur recherche, impressionnée par la confiance qu'elle avait en Usato. Alors que les trois plaisantent, la princesse Celia est heureuse de les voir si proches. Mais Suzune et Usato finissent par se séparer de Kazuki et Celia. Restée seule avec Kazuki, Celia remarque à quel point il est heureux avec Usato et Suzune et se demande si elle aussi pourrait devenir amie avec lui. Gêné, Kazuki lui répond qu'il est heureux d'être son ami. Pendant ce temps, le roi annonce qu'il a réussi à capturer et interroger les bandits qui ont attaqué Usato et Suzune. En apprenant qu'il y avait moins de monstres dans la forêt que d'habitude, le roi en déduit que ces derniers fuient, signe que l'armée du roi démon approche lentement. Sigli, conscient que cette armée est plus forte qu'avant, se hâte de préparer ses hommes, pendant que Sergio va prévenir les autres ministres. Resté seul, le roi demande à Rose d'aller espionner les mouvements de l'armée du roi démon. Il s'excuse pour cette mission dangereuse, mais Rose accepte, sachant qu'elle est la plus rapide du royaume. Avant de partir, le roi lui demande si elle accepterait de redevenir commandante de bataillon. Rose refuse. Le roi, cette fois sérieux, lui demande pourquoi elle n'a toujours pas tourné la page. Rose lui rappelle la culpabilité qu'elle porte depuis la mort de tous ses anciens subordonnés, morts sous sa responsabilité. Elle sait que la guérison ne ramènera jamais les morts et que la marque sur son œil droit lui rappelle cet échec. Rose affirme avoir créé l'escouade de secours pour se consacrer à sauver des vies. Le roi reconnaît que cette unité a sauvé des centaines de personnes pendant la guerre, 2 ans auparavant. Mais Rose ajoute qu'elle recherche un être immortel. Choqué, le roi écoute Rose expliquer qu'une personne capable de repousser les limites de son corps avec la magie de guérison, une personne qui n'abandonne jamais, pourrait devenir un soldat immortel. Et selon elle, Usato est le candidat idéal. Le roi pense alors à plusieurs hommes téméraires qui ne sont plus là aujourd'hui. Rose, mettant fin à la conversation, s'excuse et part vers la frontière du royaume pour observer les démons. Ce soir-là, Usato apprend que Rose lui a laissé une lettre. Il n'y aura pas d'entraînement demain. Elle lui demande simplement de livrer un message. Pendant ce temps, Amila ordonne à son armée démoniaque de continuer à construire un pont. Enthousiasmée, elle se fait réprimander par le chevalier noir, qui lui demande de se calmer. Amila, agacée, lui rappelle qu'elle est sa supérieure, mais le chevalier lui rétorque qu'ils étaient au même rang il n'y a pas si longtemps. Refusant de se faire commander, il s'en va, lui demandant de le prévenir quand le pont sera terminé. C'est alors que Iriluk apparaît, proposant son aide. Mais Amila lui assure que le pont sera terminé dans quelques heures et que le siège sur le royaume de Lingé pourra commencer. On lui signale alors qu'un éclaireur a été repéré. En riant, Amila se réjouit, le pont sera terminé avant même que le roi ne soit averti. Mais soudain, un tronc géant s'écrase sur le pont et le détruit. Amila comprend aussitôt que l'éclaireur est Rose. Se remémorant l'époque où Rose s'est blessée à l'œil, Amila la voit s'éloigner rapidement. Rose constate que les démons progressent plus vite que prévu, mais qu'en détruisant le pont, ils ont gagné un peu de temps. Le lendemain, Usato erre dans la ville à la recherche de la personne à qui il doit remettre la lettre. Il se perd un peu et est observé par plusieurs villageois. En s'arrêtant chez la vieille dame du stand de fruits, celle-ci lui demande où est Blurine. Usato lui demande s'il peut acheter un panier de pef et repasser plus tard. Alors qu'il s'éloigne, Hamako l'observe en cachette. Arrivé à destination, Usato tombe sur Ururu, qui le reconnaît grâce à son frère Fleur. Elle accueille Usato à leur clinique. En apprenant qu'il a 17 ans,
elle lui dit qu'elle est plus âgée d'1 an et lui demande s'il veut voir Fleur. En observant Fleur soigner un patient, Usato est impressionné par la douceur et l'efficacité de sa magie. Fleur remercie Usato d'avoir transmis le message de Rose. Tandis que Usato met Ururu au courant des dernières nouvelles, Fleur lit la lettre, devenant peu à peu inquiet, bien qu'il garde un sourire de façade. Ururu raconte alors qu'elle et Fleur ont été les premiers soigneurs que Rose a recrutés pour former l'escouade de secours. Mais aucun des deux n'a réussi à suivre le rythme de Rose, qu'il trouvait effrayante. Selon Ururu, Rose semblait désespérée. Heureusement, depuis l'arrivée de Usato, Rose semble plus heureuse. Un homme appelle alors Fleur, 3 personnes sont blessées. Usato, Ururu et Fleur courent sur les lieux. Fleur, épuisée, demande à chacun de s'occuper d'un blessé. Voyant un homme grièvement touché, Usato doute de pouvoir le soigner. Fleur lui demande de rester calme, ce qui permet à Usato de canaliser sa magie et de guérir la blessure. De retour à la clinique, Fleur félicite Usato pour sa progression et lui propose de revenir aider plus souvent. Après le départ de Usato, Fleur révèle que la lettre les convoque à la guerre. Usato n'ayant aucune expérience au combat, ce sera à eux de lui transmettre la confiance nécessaire pour évoluer. Usato, récupérant son panier de fruits chez la vieille dame, commence à grignoter lorsqu'Ako court vers lui. Pensant qu'elle est perdue, il l'interpelle. Mais la petite fille lui dit qu'il est l'élu, projetant dans son esprit une vision effrayante de Suzune et Kazuki en train de se faire massacrer, avant de s'enfuir. Le lendemain, on voit Fleur et Ururu assises parmi les chariots, placés très loin du royaume. Tong réitère qu'il vaut mieux rester éloigné du champ de bataille lorsque les démons attaqueront, car Ururu et Fleur doivent rester indemnes pour pouvoir soigner. Pendant que Rose et Usato sont dans le chariot, Rose révèle que les démons sont techniquement des demi-humains, avec des cornes tordues particulières sur la tête. En plus de cela, les démons sont naturellement plus forts physiquement et possèdent une plus grande capacité magique que les humains. Cela s'applique à toute la race démoniaque. En vérifiant si Usato a peur, celui-ci réplique simplement que Rose est clairement plus effrayante que les démons. Rose admet qu'Usato a beaucoup évolué depuis le gamin peureux qu'elle avait rencontré, mais Usato lui reproche de l'avoir fait passer par l'enfer, voulant juste lui prouver qu'elle avait tort depuis le début. Remarquant que Rose agit différemment, on voit que Rose pense encore à ses anciens camarades tombés au combat. Flashback au jour où Rose a pris le poste de commandante de bataillon des Chevaliers de Linger. Le roi déclare qu'il y a eu des apparitions de démons près des plaines, et qu'il compte poster des gardes dans cette zone au cas où des ennemis passeraient. Il laisse les détails aux officiers supérieurs, tout en leur demandant de rester prudents et de ne pas sous-estimer les démons. Cela pousse Rose et Sigly à discuter des prochaines actions des démons. Quand Sigly lui demande son avis sur les motivations des démons, Rose tente d'esquiver la question. Sigly exprime ses soupçons que les démons prévoient une invasion. Puis, en partant rassembler ses hommes, Rose commente que Sigly est toujours trop sérieux, se demandant si elle ne devrait pas aussi préparer son escouade. À ce moment, une petite fille aux cheveux violets essaie de suivre Rose, l'appelant, mais se fait frapper pour être agaçante. Tandis que Rose continue à marcher, la fille aux cheveux violets demande si les démons envahiront vraiment leur royaume. Rose la punit pour avoir écouté sa conversation. La fille, Hall, se fait sermonner par Rose pour ne pas avoir joué son rôle correctement. Elle retourne à leur base, où Hall affirme avec confiance qu'elles vaincront les démons si le moment vient. Rose lui demande de ne pas être aussi arrogante, mais Hall rappelle qu'elle a été entraînée physiquement par Rose. Cela ne fait qu'inciter Rose à la punir davantage avec plus d'entraînement. De retour à la maison, elle salue les autres membres de l'escouade, et Rose annonce qu'elle va s'entraîner avec eux aujourd'hui. Immédiatement, tous se tournent vers Hall pour lui demander ce qu'elle a bien pu dire à Rose pour déclencher une telle punition. Tentant d'apaiser les tensions, Hall dit qu'ils doivent devenir plus forts ensemble, mais cela ne suffit pas à éviter qu'on la punisse. Une semaine plus tard, le roi s'entretient en privé avec Rose, révélant que les démons ont commencé à attaquer les monstres autour du royaume, en utilisant un groupe de démons hautement qualifiés. Trouvant suspect que les démons agissent aussi méthodiquement, le roi demande à Rose d'enquêter sur la situation, lui donnant l'autorisation d'utiliser tous les moyens nécessaires pour revenir saine et sauve. Ce soir-là, Rose informe son escouade qu'ils vont enquêter sur la zone des attaques de démons dès le lendemain matin. L'un des membres lui demande combien d'ennemis il pourrait rencontrer. Rose estime qu'il ne devrait pas y avoir plus de 30 démons. Voyant que son groupe commence à s'inquiéter, Hall tente de les encourager, mais les membres la blâment pour les avoir poussés à s'entraîner avec Rose. Alors que Hall et son groupe combattent, Rose ordonne à son animal de compagnie, Ururu, de rester à la maison, craignant que les démons ne le prennent pour cible en premier. Sachant que tout le monde est nerveux, Rose annonce qu'elle participera personnellement à la mission, ce qui rassure le groupe, car elle est très compétente en combat et en soins. Tout le monde prêt, ils traversent la forêt à cheval toute la journée et ne s'arrêtent que pour monter le camp. N'ayant encore rien découvert, ils prévoient de se diriger plus à l'ouest le lendemain. Cependant, comme la zone est dangereuse, ils doivent laisser leurs chevaux derrière. Plusieurs membres s'inquiètent de leur précipitation, mais Hall, sérieuse, affirme qu'elle sent quelque chose vers l'ouest, ce qui pousse tout le monde à lui faire confiance et à la suivre. Le soir, alors que tout le monde dort, Hall reste près du feu. Rose lui ordonne de se reposer,
proposant de monter la garde en premier. Après quelques minutes, Rose révèle qu'Elsecole est éveillée, ce qui choque cette dernière par les sens aiguisés de Rose. Assise près du feu, Hall demande à Rose pourquoi elle a été choisie comme commandante adjointe, alors qu'elle se considère très moyenne comparée aux autres. Se demandant pourquoi Hall pose ces questions maintenant, celle-ci explique que son rôle consiste surtout à rédiger des rapports et réapprovisionner l'équipement. Rose réplique que c'est un rôle important, et qu'elle le gère très bien. Rose dit à Hall que sa promotion en tant que capitaine approche à grands pas, mais Hall a peur de ne pas être à la hauteur. Rose répond qu'Hall est plus capable qu'elle ne le croit. Hall admet être têtu, changeant rarement d'avis une fois décidé. Rose dit qu'elle le sait. Hall raconte qu'elle se disputait souvent avec ses supérieurs en tant que jeune chevalier, mais qu'elle était toujours capable d'assumer ses propos. Un jour, elle a rencontré Rose et s'est fait complètement battre. Depuis, elle s'est entraînée sous sa direction, déterminée à la vaincre un jour. Rose se remémore leurs entraînements, et Hall affirme que Rose est la seule à ne jamais l'avoir abandonnée, contrairement à d'autres mentors lassés de son comportement. Hall avoue que Rose est la seule à l'avoir comprise, et refuse donc que qui que ce soit d'autre devienne capitaine à sa place. Rose, touchée par sa détermination, lui donne une pichenette pour avoir été aussi sérieuse, lui rappelant qu'elle a été choisie pour une bonne raison. Agenouillée à côté d'elle, Rose explique que la capacité d'Hall à avancer, peu importe la situation, et ses compétences pour justifier ses décisions feront d'elle une capitaine respectée. Voyant Hall excité, Rose lui dit qu'elle va maintenant dormir, la chargeant de garder le camp, mais ordonne d'abord à tous les autres membres, qui écoutaient en cachette, de retourner dormir. Embarrassé, Hall se rend compte que tout le monde a entendu la conversation, et les autres commencent à la taquiner pour s'être montré si vulnérable devant Rose. Le lendemain, alors qu'il monte la montagne à l'ouest, il tombe sur des éclaboussures de sang, identifiées comme l'œuvre d'un loup lumineux, confirmant que les démons chassent bien les monstres. Les membres se demandent si les démons jouent simplement avec leur proie, mais entendent soudain un cri lointain. Rose et son escouade se précipitent vers le bruit et voient plusieurs démons emportant des monstres inconscients. L'un des démons interpelle Rose et son groupe pour qu'ils se montrent. Rose confronte le chef des démons, lui demandant pourquoi ils capturent des monstres. Le chef répond simplement qu'ils en ont besoin pour plus tard. Comme il n'y a pas encore besoin de conflit, Rose ordonne aux démons de partir. Mais ces derniers déclarent que Rose et son groupe doivent mourir. Tandis que Rose fixe le chef, Hall et les autres combattent les autres démons, et Rose se bat contre le chef. Voyant ce dernier utiliser une armure de vent, Rose réduit la distance et lui assène plusieurs coups, l'envoyant valser. Laissant ses compagnons derrière, elle poursuit le chef dans la forêt, agacée par ses esquives magiques. Ayant localisé sa position, Rose le bombarde de troncs d'arbres, le forçant à s'arrêter. Le chef révèle alors sa vraie forme. Rose tente de briser son armure de vent améliorée, mais se fait piéger dans un sort. Elle traverse le piège avec nonchalance, encaisse les dégâts, puis se soigne instantanément. Réalisant que Rose est une soigneuse redoutable, le chef démon se présente comme Nero et invoque une lame puissante pour un combat rapproché contre Rose. De retour avec Hall et son escouade, on les voit peu à peu prendre le dessus sur l'armée de Nero. Pendant ce temps, Rose et Nero s'affrontent violemment. Rose attrape la main armée de Nero et recule immédiatement, sentant une puissante malédiction émaner de l'épée de Nero. Inquiète de ce que cette malédiction pourrait lui faire, elle reste sur ses gardes. Nero fonce alors en utilisant sa magie du vent et parvient à égratigner Rose. Mais elle riposte avec un coup de poing puissant, suivi d'une rafale de coups plus faibles, qui projette Nero en arrière jusqu'au champ de bataille. Rose le poursuit tout en se soignant et lui ordonne de se relever. Réalisant que ses coups ne l'affectent pas vraiment, Nero reconnaît qu'il a sous-estimé Rose et son escouade. Il remarque également que ses démons sont complètement épuisés. Intriguée par ce qu'il dit, Rose apprend que Nero n'a jamais affronté d'humains aussi puissants, pensant que ces humains-là avaient disparu. Rose le met en garde contre le fait de sous-estimer l'humanité, mais Nero affirme qu'il ne retiendra plus ses coups. Son objectif est d'attendre le retour de leur roi. En empoignant sa lame maudite, Nero se laisse envelopper par une énergie noire, clamant qu'ils doivent effacer l'humanité tout entière. Au même moment, un des chevaliers de Rose parvient à blesser un démon. Mais soudainement, ce démon attrape le chevalier et l'élimine d'un seul coup. Tout le monde est sous le choc. Les démons sacrifient leur vie simplement pour emporter un chevalier avec eux. Rose, furieuse, voit ses chevaliers tomber les uns après les autres pendant que Nero la retient, l'empêchant d'aider. Il parvient à lui entailler l'œil droit. Quand Rose essaie de soigner la blessure, Nero lui révèle que sa lame empêche toute guérison. Les chevaliers de Rose crient à l'aide, mais Rose, impuissante, continue de recevoir des coups, incapable de les secourir. Nero lui reproche d'avoir sous-estimé les démons et fonce vers elle. À bout de force, Rose perd connaissance. Alors que la lame de Nero va l'atteindre, Hall surgit pour la protéger. Rose, reprenant conscience, voit les cadavres de ses compagnons et ceux des démons. Elle se remémore que, la veille encore, tous étaient en vie. Se sentant responsable, elle s'accuse de ne pas avoir été assez forte pour les sauver. Nero s'approche, prêt à l'achever. Mais Rose, folle de rage, attrape sa lame et le bombarde de coups. Même lorsque Nero tente d'esquiver avec sa magie du vent,
Rose le rattrape, enchaîne les attaques, et finit par l'empaler avec sa propre épée. Nero, incapable de bouger, est à la merci de Rose. Mais elle réalise qu'elle n'a plus la force de l'achever. Soudain, une démone apparaît et promet de sauver Nero. Il lui ordonne de fuir. Elle libère Nero et commence à s'enfuir avec lui. Rose tente de les arrêter, mais elle remarque Camilla, la démone, lui rappelle étrangement Hall. Elle les laisse donc partir. Peu après, Rose entend la voix d'Hall. Rampant jusqu'à elle, Rose tente désespérément de la soigner, mais la blessure est maudite et incurable. Hall, dans ses derniers instants, dit à Rose de ne jamais changer, lui rappelant qu'elle et ses camarades ont choisi de se battre à ses côtés. Alors qu'Hall s'éteint, Rose aperçoit les autres chevaliers, eux aussi morts. Elle hurle de douleur. De retour au royaume, Rose rapporte que le roi démon reviendra bientôt, expliquant pourquoi les démons chassent les monstres. Avant de partir, elle demande au roi de la démettre de son poste de commandante de bataillon et de lui retirer son titre de chevalier. Elle quitte lentement le royaume. Alors qu'elle traverse la ville, Rose croise les parents d'un de ses chevaliers, Josh. Horrifiée, elle s'attend à des reproches, mais au contraire, les parents la remercient d'avoir discipliné leur fils, qui était autrefois un enfant difficile. Ils la remercient aussi d'avoir ramené son corps. De retour chez elle, Rose remarque des plantes vivantes autour de sa maison, mais entre en silence. Un mois passe. Sigly lui rend visite. Il lui demande si le roi est venu lui parler seul, ce qu'elle confirme. Surpris, il note qu'elle ne quitte plus sa maison depuis un mois. Rose répond que c'est justement pour vérifier si elle est encore en vie. Elle avoue avoir pensé à se suicider, mais Sigly tente de la raisonner. Rose précise que ce n'était qu'une pensée, et s'excuse. Sigly remarque que ses blessures maudites commencent à guérir. Rose confirme que la malédiction n'était que temporaire. Quand il lui demande pourquoi elle ne soigne pas son œil droit, Rose ne répond pas. Quand Sigly s'en va, elle murmure que cette cicatrice est le rappel de sa faiblesse, celle qui a coûté la vie à ses compagnons. Elle affirme qu'elle n'a pas l'intention de mourir, surtout pas après le sacrifice de Hall. Mais elle se demande quoi faire désormais. Elle pense à traquer Nero et autant de démons que possible. Pourtant, l'image de son escouade morte la hante, et elle se blâme pour ses émotions. Assise à sa table, elle imagine son escouade encore en vie. En colère contre elle-même, elle se traite de faible. Elle se demande ce qu'ils lui diraient s'ils étaient là. C'est alors qu'elle entend la voix d'Hall lui rappeler que rien ne reste figé et que c'est à Rose de changer et de s'adapter. Hall lui dit aussi que toute l'escouade a choisi de la suivre volontairement, et qu'elle restera toujours leur capitaine. Leur dernier souhait était qu'elle reste elle-même, la personne qui les a formés et guidés. Comprenant que c'est leur mort qui la freinait, Rose éclate en larmes. Elle promet de ne plus jamais être faible. Elle voit Hall et les autres s'effacer doucement. Maintenant déterminée, Rose enlève ses bandages et se met à planifier l'avenir. Elle sait qu'un nouveau conflit avec les démons est inévitable, alors elle prévoit de constituer une armée pour empêcher de nouvelles pertes. Elle commence à tracer les grandes lignes, 5 soldats de mêlée, 2 soigneurs à l'arrière et un soigneur en première ligne. De retour au présent, Rose remercie Usato de l'avoir accompagnée, ce qui le surprend, Rose ne complimente jamais. Elle lui rappelle que les soigneurs sont rares, mais que ceux capables de combattre et soigner à la fois le sont encore plus. Se montrant sérieuse, Rose explique qu'elle cherchait quelqu'un en qui elle pourrait avoir pleinement confiance, quelqu'un qui ne mourrait pas. Alors qu'ils poursuivent leur route, on retrouve Amila et Iriluk, qui confirment que leur pont est terminé, permettant au chevalier noir de revenir. Amila lui dit de ne pas sous-estimer les humains, mentionnant les ravisseurs qui ont aidé à sauver les blessés. Mais le chevalier noir s'en moque, ne cherchant qu'un combat plaisant.